Merci beaucoup pour cet accueil. Comme vous l'avez dit, ma mission n'est pas forcément de changer le monde. De toute façon, le monde il va changer de force, qu'on le veuille. C'est de contribuer avec bien d'autres, comme certains l'ont fait sur moi, de changer le regard que l'on porte sur le monde. Je ne doute pas que les unes et les uns et les autres qui sont ici avaient déjà un cerveau bien fait. Et je n'ai aucun doute sur le succès qui sera au rendez-vous des études que vous avez devant vous. Ce que je souhaiterais simplement dans cet échange qu'on me donne l'occasion d'avoir aujourd'hui, c'est de vous livrer un certain nombre de réflexions, de visions pour essayer de nous replacer tels que nous sommes. Vous serez probablement les artisans du changement de demain. Le génie humain sera mobilisé plus que jamais. La technologie sera nécessaire. La science aussi. Mais plus encore, je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel nous allons être. C'est la conscience qui fait tant défaut à la science, qui sera si nécessaire au XXIe siècle. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est, je crois que c'est Einstein qui disait, il n'y a rien de plus difficile à briser, ou c'est même plus difficile de briser un préjugé qu'un atome. Alors déjà, il y a deux préjugés dont j'aimerais que vous vous débarrassiez avant même de commencer vos études ici. Le premier préjugé, parce que c'est important, on a tendance à l'oublier. Je rappelle quand même qu'on sort d'un siècle et demi, 2 siècles de profusion de découvertes qui, quelque part, nous a un peu aveuglés. Et donc, le premier préjugé dont on doit se libérer, c'est de considérer que dans l'univers, la vie est la norme. C'est important, ça. La vie n'est pas la norme. Elle est l'exception. Je dis ça parce qu'on pense que c'est un acquis. Que quoi qu'il se passe, cette pulsion de vie qui s'acharne depuis quelques milliards d'années trouvera son chemin. Ce n'est pas aussi évident que ça. Regardez simplement les efforts qui sont faits par un certain nombre de recherches dans l'espace pour tenter de trouver le début d'un commencement de preuve d'une vie possible ailleurs dans l'univers. Bon. Je ne doute pas qu'un jour, on trouvera probablement des conditions qui pourraient permettre ou qui auraient pu permettre à la vie de cheminer. Mais enfin, jusqu'à présent, force est de constater que le seul endroit dans tout l'univers, je rappelle qu'il y a à peu près autant de galaxies qu'il y a de grains de sable sur toutes les plages du monde, et dans chaque galaxie, il y a autant d'étoiles qu'il y a de grains de sable sur toutes les plages du monde. Bien, malgré cela, le seul endroit où on ait pu trouver un cheminement, où la vie a pu cheminer, c'est notre minuscule petite planète. Alors le mot minuscule peut vous paraître probablement exagéré, mais enfin quand on regarde à l'échelle du cosmos, très sincèrement, moi j'ai cette vision de flotter comme ça entre deux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et la combinaison de paramètres pour que la vie ait pu cheminer sur Terre et puisse continuer à cheminer. Quelqu'un, un mathématicien, m'expliquait que la combinaison de probabilités pour que la vie ait pu cheminer sur Terre, elle est aussi improbable que si j'avais sur ce pupitre une boîte avec des lettres d'imprimerie, que je la jetais sur ce parquet, et que, soudainement, l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme s'écrive sous nos yeux. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est important, non pas pour s'en effrayer, mais pour s'en émerveiller, de garder à l'esprit que la vie tient à un fil, elle tient du miracle. Alors, il suffit que nous soyons un tout petit peu plus près du Soleil, un peu plus éloignés, que l'atmosphère est une composition légèrement modifiée, ce qui est encore, d'ailleurs, dans les scénarios envisageables pour que la vie n'ait pas eu ce même épanouissement. Donc, la vie n'est pas la norme, elle est l'exception, et gardons à l'esprit que dans cette exception, nous avons le privilège d'être la partie consciente de l'exception. Et pour moi, c'est important, je dirais, on ne peut pas s'émanciper de ça, quelle que soit notre intelligence, quel que soit le brio, quel que soit le génie humain, gardons les pieds sur terre. C'est Jean Rostand, un biologiste célèbre, il disait « La science a fait de nous des dieux avant de faire de nous des hommes ». Eh bien, je pense qu'une des qualités qui fait tant défaut à notre époque, c'est l'humilité. Restons humbles. Restons humbles, restons reliés, restons humains. Ou devenons-le si tant est que nous l'ayons déjà été.
Ça, pour moi, c'est le premier paramètre parce que gardons à l'esprit que c'est un peu la rançon de la gloire. C'est d'ailleurs ce paradoxe, c'est que le XXIe siècle hérite de toutes les dettes du XXe et du XIXe siècle et de tous les succès de l'humanité, à tel point que nous sommes devenus une force quasi-géologique, notre propre facteur déterminant. On est le facteur le plus important de l'évolution de la planète, ce qui n'était pas le cas. Autrefois, l'homme était insignifiant à la surface de la Terre, mais grâce à nos succès, on a changé d'échelle, on a inversé le rapport de force. Avec le pétrole, avec le charbon, on a démultiplié à foison nos forces. Et puis maintenant, pour faire court, avec l'ordinateur et avec Internet, on externalise notre cerveau. Et tout cela fait que nous sommes devenus effectivement une force considérable. Et nous pesons sur les grands équilibres. À telle enseigne que l'avenir aujourd'hui est indéterminé parce que, comme le disait notre camarade Bergson, il dépend de nous. C'est la bonne ou la mauvaise nouvelle. Quelqu'un disait la mauvaise nouvelle, c'est que l'avenir de l'humanité est entre ses mains. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que nous avons encore la possibilité de décider de ce que nous allons faire de l'avenir. Et la pire des choses, d'ailleurs, de mon point de vue, c'est d'abandonner son sort au destin. Pour moi, c'est l'humiliation absolue. Il n'y a de progrès que celui qui est anticipé, qui est conduit. C'est bien beau de multiplier les performances, encore faut-il qu'elles aient un sens. Et tout l'enjeu, d'ailleurs, de ce que l'on appelle d'un terme générique que je n'aime pas trop, développement durable ou l'enjeu écologique ou environnemental, parce que chacun de ces mots est restrictif ou confus. Mais c'est bien de redonner du sens au progrès. Et ça, pour moi, c'est l'enjeu du XXIe siècle. Parce qu'on a tendance à confondre les fins et les moyens. Et dans le carrefour de civilisation dans lequel nous sommes, ce qui fait défaut, effectivement, c'est de préciser quelles sont les fins et quels sont les moyens pour parvenir à ces fins. Tout ça peut vous sembler totalement accessoire par rapport à vos propres préoccupations, par rapport aux crises qui s'accumulent sur le fardeau de l'humanité. C'est essentiel. Le deuxième préjugé auquel vous aurez à faire face en tant qu'ingénieur et qu'il faut revisiter, c'est que l'abondance n'est pas la norme. Dorénavant, la norme, c'est la rareté. Et ça, c'est pareil, ça change tout. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que, notamment dans le siècle que l'on vient de clore, le XXe siècle, on était, en tout cas pour un certain nombre de pays, notamment les pays de l'OCDE, plutôt dans une période d'abondance, de ressources naturelles, de ressources énergétiques. Et d'ailleurs, c'est sur ce critère et sur cette profusion que nous avons pu, comme ça, sortir de terre et faire en sorte que l'humanité se développe. Mais malgré cette profusion de biens, de production, de consommation, avons-nous été capables au cours du XXe siècle, et sommes-nous encore capables aujourd'hui de maintenir aisément des relations pacifiées entre États, alors que l'abondance était à nos portes? Mais qu'en sera-t-il si nous laissons la rareté se transformer en pénurie? C'est un sujet très important pour moi. Aucune démocratie, aucune économie ne pourra résister à la combinaison de la crise climatique, de la raréfaction des ressources, des inégalités, tout volera en éclats. Et la rareté, c'est un paramètre essentiel. Si on veut gérer la rareté, la piloter, on ne la pilote pas, évidemment, avec le même modèle économique, on ne la pilote pas avec les mêmes process, avec la même technologie. Il va falloir faire mieux avec beaucoup moins. On aura besoin du génie humain. Alors, il ne sera pas le seul, bien entendu, sollicité. Il y aura une question de comportement, il y aura une question de redéfinition du progrès et de l'amélioration de la condition humaine. Il y aura des choix à faire, parce que demain, tout ne sera pas possible et nous aurons à choisir dans les possibles. Ça aussi, c'est un changement de paradigme auquel nous devons être préparés. La notion du choix. En Chine, quand on écrit le mot crise, m'a-t-on expliqué, il y a deux pictogrammes. Un qui veut dire risque et l'autre qui veut dire choix. Un qui veut dire danger et l'autre qui veut dire choix. Eh bien, nous aurons des choix à faire. Nous aurons à trier dans les possibles, à déterminer ce qui est nécessaire à l'amélioration équitable et partagée de la condition humaine. Pourquoi est-ce que j'insiste sur la notion de rareté?
Parce qu'on ne l'a pas encore bien intégré. D'abord, on a oublié parfois, et des gens parfois très érudits, et je dis ça sans aucune ironie, des gens haut placés dans l'économie, dans la politique, n'ont pas intégré que nous sommes passés dans la rareté, n'ont pas intégré que si on continue avec une croissance d'amélioration de la compétitivité ou de la productivité telle qu'il existe actuellement, en cours de siècle, ou au plus tard au début du siècle prochain, ce qui est une étincelle à l'échelle de l'histoire de l'humanité, 95% des matières premières ou des ressources naturelles sur lesquelles repose notre survie, notre modèle économique, viendront à épuisement. Vous pouvez mobiliser tout le génie humain. Une fois que la pénurie est constatée, je ne vois pas quelle alternative il y aura. Donc, toute notre mobilisation, il est de gérer ce patrimoine commun sur lequel, évidemment, repose notre avenir, votre avenir et l'avenir de nos enfants et des générations qui suivent. Évidemment, ça va nous obliger à changer totalement de paradigme. Parce que, pour l'instant, force est de constater que, pour ce qui concerne l'Occident, pour employer un terme générique, on a été dans un modèle économique unique, avec cette croissance économique que l'on souhaite la plus forte possible et qui entraîne une croissance exponentielle des flux énergétiques et des flux de matière. Demain matin, quelqu'un disait, je crois que c'était un mathématicien américain, il disait il faut être fou ou économiste pour penser qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini. Je pense qu'à vous qui êtes ingénieur et qui a visiblement quand même avez un esprit bien fait, vous pouvez comprendre qu'à un moment ou à un autre, ça ne peut pas marcher. Nous avons dépassé le facteur de charge. La planète, nous demandons plus à la planète qu'elle ne peut nous donner, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est un facteur très important et un critère qu'il faut avoir à l'esprit pour le modèle de société que nous aurons demain. Et puis, parallèlement à cela, pour compléter la vision, et pardon d'être un peu large, mais parce que je pense que c'est bien qu'on partage le même environnement, le même horizon. Il y a une chose aussi qui change fondamentalement la donne au XXIe siècle. Est-ce que vous savez que tous les jours, vous avez 15 000 enfants dans le monde qui meurent de maladies dont nous avons, nous, ici, les remèdes? Est-ce que vous savez que toutes les 10 secondes, vous avez un enfant qui meurt de malnutrition ou des conséquences de la malnutrition? Quel rapport, vous allez me dire? Quel rapport avec tout cela? Je suis certain que cela ne vous laisse pas insensible. Ce n'est pas nouveau. Je cite cet état de fait, je cite ces chiffres parce qu'ils sont accablants, comme je pourrais en citer d'autres. C'est ce que j'appelle cette sordide loterie géographique qui fait que l'on naisse ici ou que l'on naisse là sur Terre, l'égalité des chances n'est pas la même. Mais c'est comme cela. On n'a pas à en avoir une humiliation, une responsabilité. Mais on ne peut pas s'en accommoder. Alors on pouvait s'en accommoder un temps. À la limite, on pouvait ignorer cet état de fait, cette inégalité tragique. Mais c'était avant que la mondialisation, la globalisation opèrent. Avant que le monde, comme le disait quelqu'un, ne devienne qu'un immense village. Avant que vous, moi, nous et tous, nous soyons connectés par le téléphone, par Internet, par la télévision, par la mobilité. Avant, dit autrement, que le couvercle, comme ça, qui cloisonnait toutes ces inégalités et qui faisait que ceux qui n'étaient pas victimes de ces inégalités pouvaient, à la limite, ignorer ces inégalités ou faire semblant de les ignorer, mais ceux qui en étaient victimes ne savaient même pas eux-mêmes qu'ils étaient victimes de ces inégalités et de ce sort tragique. Mais maintenant, tout s'expose. Chacun peut prendre conscience immédiatement de sa propre situation, de son inégalité démocratique. Tout d'un coup, on découvre qu'on vit dans une dictature. Chacun peut prendre conscience qu'effectivement, son enfant va mourir alors que de l'autre côté de la frontière, on pourrait avoir les médicaments pour le soigner. Chacun peut prendre conscience qu'on ne mange pas à sa faim alors que dans certaines sociétés, on rejette une grande partie de la nourriture que l'on produit. Et vous ajoutez, et pour moi c'est un paramètre essentiel que je tiens vraiment à vous livrer ici, parce qu'il change toutes les relations humaines du XXIe siècle et il pèse sur nos obligations et nos devoirs. Vous ajoutez à l'inégalité, vous ajoutez à l'exclusion, du fait de cette observation, un élément explosif qui est l'humiliation. Très important. Celui qui se rend compte tout d'un coup, qui n'est pas traité de la même manière, qu'il est exclu,
Pire, que certains se servent sur son dos, qu'on pille des ressources au sud pour enrichir quelques multinationales, pardon, je ne veux pas tomber dans la caricature, mais tout cela se sait. Et dès lors que tout cela se sait, que tout cela s'étale au grand jour, ça n'est pas tenable. On peut retarder, on peut camoufler, on peut habiller, on peut maquiller. Mais à un moment ou à un autre, la nature humaine est ce qu'elle est. Elle réclame, et légitimement, un traitement équitable, un espoir équitable. Donc, tout ça pour dire qu'au début du XXIe siècle, vous avez deux contraintes pour faire court. La première, il faut qu'on trouve un modèle économique et des relations et une mondialisation qui passe d'une mondialisation qui est faite sur la compétition à une mondialisation qui est faite sur la coopération, d'une mondialisation qui passe du libre-échange au juste échange. On a cette contrainte de mieux partager les richesses de la planète, de cesser d'aller spolier un certain nombre de régions de leurs ressources minérales, de leurs ressources fossiles, de leurs ressources halieutiques, de leurs ressources hydriques, sans qu'eux-mêmes en voient passer le moindre avantage. Ça n'est pas possible. Et si on veut éviter que les tensions et que les clivages que l'on observe dans cette mondialisation, et qui n'échappent à personne, se cristallisent avec tous les dangers, nous sommes obligés de monter un monde, de participer à créer, un monde qui partage. Mais pour partager, et c'est là qu'on revient à la deuxième contrainte du XXIe siècle, encore faut-il qu'on ait quelque chose à partager. Si on laisse tout s'épuiser, s'il n'y a plus de ressources énergétiques, s'il n'y a plus de ressources halieutiques, si les ressources hydriques deviennent rares, si tous les minéraux, toutes les terres rares sur lesquelles repose notre industrie moderne viennent à épuisement, ou si éventuellement 2-3 États s'en assurent l'exclusivité, comment pouvez-vous imaginer un seul instant que nous soyons contraints, que nous soyons en capacité de maintenir des relations amicales et apaisées entre États? Vous avez déjà vu combien nous avons, nous les hommes, je ne veux pas dresser ici un tableau machiavélique, j'ai une foi sans faille en l'humanité, mais on a une certaine propension, parfois pour un oui ou pour un non, à monter sur nos grands chevaux, simplement pour quelques divergences idéologiques ou religieuses. Alors quand il sera quand le sujet sera effectivement des ressources qui sont vitales pour les uns ou pour les autres, je pense qu'effectivement, le XXIe siècle pourrait être particulièrement tendu. Une fois que j'ai donné ces contraintes, parce qu'il faut les intégrer, le XXIe siècle ne va pas progresser avec le même regard, avec les mêmes paramètres, avec les mêmes objectifs que le XXIe siècle. On n'est plus chacun pour soi, on ne peut pas vivre, qu'on le veuille ou pas, replié sur soi. Les individus ne peuvent pas vivre le nez sur leur nombril, les États ne peuvent pas vivre repliés sur soi. On a voulu, elle est là, la mondialisation. Comme le disait, je ne veux pas faire de prosélytisme, notre pape actuel, pour l'instant, c'est plutôt la mondialisation de l'indifférence. Mais ça ne tiendra pas, la mondialisation de l'indifférence. Donc s'il y a une mondialisation, c'est effectivement une mondialisation de la solidarité. Et ce que je voudrais vous dire pour en venir à mon sujet, c'est que vous entendez déjà à propos de ces sujets que l'on appelle développement durable, écologie, environnement. Pourquoi je ne les aime pas trop? Parce qu'ils charrient souvent des idées reçues, donnent le sentiment que quand on se préoccupe d'écologie, on marche à contresens du progrès, que l'on préfère, je ne sais pas moi, les espèces végétales ou les bébés phoques que l'espèce humaine. Bon, enfin, toutes ces contre-vérités. Mais gardez simplement à l'esprit que ce que j'appelle l'enjeu écologique, ce n'est pas un enjeu parmi d'autres, ce n'est pas un enjeu optionnel, ce n'est pas quelque chose que l'on peut traiter quand on aura traité tout le reste. C'est d'ailleurs ce qu'on a tendance à faire dans le monde entier actuellement. C'est un enjeu conditionnel. C'est lui qui conditionne tous les enjeux de solidarité auxquels nous sommes attachés. Aucun, je le répète, aucun système, aucun modèle économique, aucun modèle démocratique ne résistera à la pénurie de ressources et à l'emballement de la crise climatique. Alors un mot aussi, parce que sur ces deux sujets, vous serez sollicités, on aura besoin, encore une fois, au-delà du nouveau modèle économique, du nouveau modèle d'échange, du nouveau modèle, je l'espère, un jour de gouvernance, si on peut faire rentrer un jour dans la démocratie, dans nos institutions, le futur, pour que
nos générations d'après puissent aussi avoir un droit de s'exprimer. Mais l'enjeu climatique, c'est vrai qu'on s'en serait bien passé. Nous avons tout d'un coup à prendre en charge ce qui a été généré au XXe siècle, et notamment par toutes ces activités industrielles qui ont aggravé un phénomène naturel. Je ne vais pas vous faire un exposé sur le changement climatique, mais vous entendrez toujours quelques personnes qui sont dans des espèces de postures comme ça de négation. Moi, je préférerais que mon camarade Allègre ait raison et que les changements climatiques, que l'homme n'en soit pas responsable. On a eu ce doute il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années. Et devant ce qui paraissait énorme, que nous, les hommes, aussi insignifiants semblions-nous être à la surface de la Terre, on puisse comme ça perturber les grands équilibres. On a confié à un organisme international qui s'appelle le GIEC le soin d'analyser, de recenser l'ensemble des travaux spécialisés, pluridisciplinaires, pour valider ou infirmer ce scénario. La science a dit son fait. Et nous avons aggravé, par nos activités, un phénomène naturel qui s'appelle l'effet de serre, dont la conséquence probable est un changement global du climat, et le scénario le plus probable, une élévation des températures. Tout cela peut sembler, aujourd'hui où le soleil est plutôt agréable, quelque chose d'anodin. Gardez juste à l'esprit, si un jour vous entendez des gens se moquer des changements climatiques, que des centaines de milliers meurent déjà chaque année des conséquences directes ou indirectes des changements climatiques. Chez nous, ça n'occasionne pas des souffrances palpables pour l'instant, bien que ça commence à impacter nos économies. Les États-Unis sont sérieusement impactés dans leur économie par la succession d'événements climatiques qu'ils subissent depuis plusieurs années. Les militaires américains considèrent que la crise climatique pèse autant sur la sécurité nationale des États-Unis que la menace terroriste. Tout ça pour vous dire que c'est un sujet central, majeur, et qu'aucun statut géographique, économique, religieux ne pourra immuniser contre les conséquences. Personne ne sera gagnant, ou nous serons tous gagnants ensemble, ou nous serons tous perdants ensemble. Et c'est pour ça que je veux voir aussi cette contrainte comme une opportunité. Parce que là, ça oblige à faire fi de nos différences et à nous voir tels que nous sommes, c'est-à-dire la famille humaine, avec notre pouvoir, mais aussi avec notre vulnérabilité. Et ça va nous obliger justement à mobiliser le génie humain, mais pour lui donner un sens, pour lui donner une finalité, à reconsidérer encore une fois ce qui est nécessaire, ce qui est vital, ce qui est accessoire, ce qui est superflu, ce qui n'est pas nécessaire pour l'instant et que l'on peut reporter à demain. C'est l'idée que je me fais aussi du progrès. Et c'est l'idée à laquelle, à mon avis, on sera obligé à un moment ou à un autre face à laquelle nous serons obligés de nous incliner. Pour moi, le progrès, ça vaut par des acquiescements et des renoncements. Il y a des choses auxquelles il faudra que l'on renonce. Bon, peut-être un temps, d'autres pour longtemps. Je pense que les énergies fossiles, nous allons devoir, de gré ou de force, y renoncer. Il vaut mieux y renoncer et organiser le renoncement plutôt que de le subir. Peut-être que demain, on retrouvera une profusion énergétique quand nous serons capables de capter 1/8 millième de l'énergie que nous envoie chaque jour le Soleil, puisque c'est la seule chose dont on a besoin pour faire face à nos besoins énergétiques. Il y a tout à réinventer. Et c'est ça ce qui est passionnant dans le XXIe siècle, et c'est là que vous aurez évidemment un rôle à jouer. Il y a déjà un socle technologique très sincèrement suffisant. Il y a de la recherche. Par exemple, dans les énergies renouvelables, une des grandes priorités, c'est le stockage des énergies intermittentes. Parce que pour l'instant, que ce soit le vent ou le soleil, pour ne parler que de ces énergies-là, elles fonctionnent au gré du vent ou au gré du soleil. Mais nul doute que dans les prochaines années, vous verrez que nous serons capables de stocker ces énergies. Ça, c'est sur l'aspect énergétique. Sur l'aspect purement du modèle économique de demain, tout est à réinventer, puisque aujourd'hui, on nous donne le choix entre deux scénarios. Le scénario d'hier, un modèle basé exclusivement sur la croissance. Il a fait ses preuves, il a laissé pour compte pas mal de gens, il a exploité aussi pas mal de personnes, mais globalement, reconnaissons que nous sortons du XXe siècle dans une meilleure condition humaine que nous y sommes rentrés. Mais il n'est pas tenable. Alors, d'autres proposent comme ça, d'une manière très dogmatique, que le modèle de demain soit un modèle de décroissance. Je ne vois pas tellement comment ce modèle socialement, économiquement est viable.
Peut-être qu'il va arriver un jour par la force des choses. Peut-être que la régression va être telle qu'un jour on tombera en décroissance. Mais il y a beaucoup d'économistes qui travaillent sur les alternatives. Vous avez un économiste anglais qui s'appelle Tim Jackson, qui a fait un livre que je vous conseille de lire, qui s'appelle « Prospérité sans croissance ». Comment on peut prospérer sans forcément croître. Puis vous avez actuellement quelque chose que je porte, et dont vous aurez peut-être l'occasion d'entendre parler dans les jours qui viennent, parce que pour la première fois, à la conférence environnementale qui a lieu dans 15 jours, il y aura une table ronde sur l'économie circulaire. Nous venons avec la Fondation de participer à créer un institut d'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Je vous en dis un mot très rapidement parce que ça passera, entre autres, par l'ingéniosité. C'est le contraire de l'économie linéaire. L'économie linéaire, pour faire très court et caricatural, c'est le modèle économique dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, quand vous achetez un produit fini, un téléphone ou une voiture, ou que sais-je encore, vous avez seulement 5% des matériaux qui ont été nécessaires à sa fabrication ou à son transport, à sa diffusion, qui restent dans le produit fini. Tout le reste a été évidemment dilapidé. On extrait des matières premières de la terre avec beaucoup d'énergie, peu d'emplois, on les transforme, et puis la plupart de ce que l'on manufacture a un usage unique ou un usage éphémère. C'est, pour faire court et un peu caricatural, je vous l'accorde, la civilisation du jetable. C'est pas tenable. Et donc, on transforme la matière première en déchets. Alors, vous aviez une première école, conscient de cela, que les déchets s'accumulaient en disant on va essayer de recycler les déchets. Bon, c'était une étape, et c'est toujours une étape intermédiaire. L'économie circulaire, c'est un tout autre concept. C'est qu'on va penser les matériaux, les composants, les alliages, dès leur conception, pour pouvoir être réutilisés en permanence, soit dans un cycle technologique, soit dans un cycle organique. Donc on va éviter que dès leur conception, ils soient toxiques, par exemple. On va penser à la manière dont on va pouvoir les récupérer pour les transformer et leur donner un nouveau cycle de vie. J'entends parler depuis très longtemps de ce concept-là. La mariée me semblait trop belle. Et je me suis dit, il s'agit peut-être d'une idée sympathique, mais peut-être un peu utopique. D'ailleurs, au passage, j'ai une conception très précise de l'utopie qui me tient de mon ami Théodore Monod, qui disait l'utopie, ce n'est pas ce qui est irréalisable, c'est ce qui est irréalisé. Et je pense qu'on va devoir s'ouvrir jusqu'aux frontières de l'utopie. Et moi, j'ai été notamment, j'ai emmené un groupe de parlementaires et des ministres aux Pays-Bas pour voir des entreprises, des collectivités locales et territoriales qui fonctionnent en économie circulaire. Au plus fort de la crise économique, ces entreprises ont prospéré en termes d'emploi et en termes de richesse produite. Donc, je vous dis ça simplement parce que ça, c'est pour vous montrer que si on n'esquive pas ce rendez-vous dans lequel nous sommes, les contraintes dont je vous ai parlé tout à l'heure, si on y fait face, et si on les met comme priorité de nos investissements, de la recherche, de la technologie, on peut y faire face et on peut vraiment, dans ce siècle-là, faire un saut qualitatif. C'est ce qui me porte d'ailleurs, parce qu'on a deux visions par rapport à ces échéances. On peut avoir une vision un peu défaitiste, et de temps en temps, c'est vrai que garder l'espoir, ça devient un acte de bravoure, parce qu'on a toujours l'impression que nous regardons partout, sauf dans la bonne direction. Mais en même temps, ce n'est pas forcément une vision très objective, parce que moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de créatifs. Il y a des gens qui sont en train de repenser le monde. Alors pour l'instant, ce n'est pas forcément eux qui sont au-dessus du bruit de fond de la société. Mais le changement, il est en marche. Il est en train, un peu comme l'eau, comme ça, qui sourde sous le sol. Il va jaillir tout d'un coup. Et on va avoir ce monde, justement, à réinventer. Il est en marche. Et justement, c'est votre rôle, avec les contraintes que je vous ai données, de participer à le réinventer et à redonner du sens au progrès. Merci. Bonjour. On a la chance d'avoir une vingtaine de startups sur le campus de l'école, avec un incubateur qui les accueille et qui les aide à se développer un peu dans un cocon avant de se lancer dans la grande aventure.
Quels seraient selon vous les sujets un peu emblématiques pour relever le défi énergétique qui nous attend tous? Et alors vous avez cité un peu les énergies un peu intermittentes, éolien, solaire. Est-ce que vous verriez des thématiques qui ne sont pas encore assez explorées pour des jeunes ingénieurs comme nous, autant que nous sommes? Voilà. Alors, vous savez qu'il y a eu en France un débat, un grand débat national sur l'énergie qui va donner lieu à un arbitrage politique dans 15 jours et une loi de programmation sur l'énergie qui, normalement, devrait engager la France dans un modèle énergétique sur 20 ans. Donc on est dans un virage que j'espère être un virage historique. Dans ce débat participaient les ONG, les acteurs industriels économiques, les syndicats, les politiques, etc., etc. Il y a des choses qui ont fait consensus, et il y a des choses pour l'instant qui sont soumises à l'arbitrage des politiques. Dans ce qui fait consensus, mais qui devra être abondé, précisé et amplifié par la recherche. Deux choses. Quel que soit le modèle énergétique que l'on va choisir, tout le monde est d'accord pour dire que le premier chantier qui est nécessaire pour plusieurs raisons, c'est le chantier de l'efficacité énergétique. Quel que soit le modèle énergétique que nous allons choisir en Europe, le prix de l'énergie pour les prochaines années ne va cesser de grimper. Donc la meilleure réponse, à la fois pour les acteurs économiques et plus encore pour les particuliers et les ménages, puisque vous savez que vous avez 400 000 foyers qui sont en situation d'extrême précarité énergétique en France. C'est-à-dire qui non seulement n'arrivent pas à payer leurs factures d'énergie, mais sont en plus dans un véritable inconfort. Donc ça, la réponse sociale, la meilleure réponse, c'est donner des possibilités principalement dans le logement et notamment dans la rénovation des logements anciens. Parce que pour les logements neufs, très sincèrement, le coût est parti. Mais dans le logement ancien, il faut évidemment investir à la fois économiquement mais aussi d'une manière technologique dans l'efficacité énergétique. Mais également, évidemment, il faut investir dans l'efficacité énergétique dans tous les process industriels. Vous savez qu'aujourd'hui, les industriels considèrent que les deux facteurs de compétitivité pour eux, c'est l'énergie et l'éco-efficacité. C'est-à-dire comment réduire à la fois l'utilisation des énergies, mais aussi l'utilisation des intrants, des matières premières. Et là-dessus, les grands industriels européens souhaitent même d'ailleurs que l'Europe durcisse elle-même les normes d'éco-efficacité. Donc ça, c'est la première chose, parce qu'il y a de l'emploi, il y a de la technique, il y a le fait que tout ce que l'on ne consomme pas comme énergie, c'est autant d'économies qui restent à l'intérieur de notre pays. Vous savez que ce que nous importons en termes énergétiques représente en volume économique l'équivalent du déficit de notre balance commerciale, à peu près 70 milliards d'euros. Donc les Allemands ont fait ce pari d'être autonomes sur un plan énergétique dans un laps de temps entre 10 et 15 ans, et donc de s'affranchir complètement avec uniquement les énergies renouvelables, et en sortant du nucléaire. Alors pendant un temps, ils ont une transition qui est délicate, puisqu'ils sont obligés d'utiliser le charbon, mais ils considèrent que c'est un mal pour un bien, et qu'à terme, ils vont être capables d'être autonomes. Deuxième chose qui est importante, les énergies renouvelables. Ça ne se limite pas à l'éolien et au solaire. Mais pour ne parler que de ces deux-là, pour forcer un peu le trait, je risque de choquer un peu, je considère que pour l'éolien et le solaire, on est un peu à la préhistoire. Je pense qu'on va faire des sauts. Pour le solaire, le silicium n'est pas le matériau forcément d'avenir. On aura probablement des matériaux, des composants qui seront beaucoup plus efficaces, qui auront un meilleur rendement entre l'énergie qui capte et l'énergie qui restitue. On aura très certainement plus tard, et il y a déjà des choses en expérimentation, des films comme ça que l'on pourra étendre sur des façades d'immeubles ou de maisons ou même de véhicules et qui seront capables de capter l'énergie solaire. Les éoliennes, on avance. Je pense qu'elles n'ont pas encore non plus le meilleur rendement. Il n'y a pas que des éoliennes avec des axes verticaux, il y aura des éoliennes avec des axes horizontaux. Mais pour moi aussi, l'avenir, c'est tout. Et là, pour le coup, on a un train de retard et il ne faut pas que la France le perde. D'ailleurs, vous avez la DCN à Brest qui maintenant, d'habitude, elle est plutôt spécialisée dans l'armement. Quand elle investit 1 euro dans l'armement, elle investit 1 euro dans les énergies marines. Et là, les énergies marines, vous avez plusieurs pistes.
Vous avez évidemment les courants avec les hydroliennes. Bon, il y a déjà les usines marémotrices, mais ça, il y a un faible potentiel parce qu'à part en Manche, il n'y a pas des marées suffisantes et ça pose d'autres problèmes environnementaux. Vous avez l'utilisation de la houle. Vous avez l'utilisation du différentiel de température entre le fond et la surface des océans. Ce qu'on nous dit, par exemple, c'est qu'au large du Cotentin, on aurait un potentiel d'hydrolienne qui équivaudrait à 7 tranches de réacteurs d'EPR. Bon, voilà ce qu'on nous dit. Bon, je ne suis pas bien placé pour vous dire si c'est vrai ou pas. En tout cas, c'est à mon avis dans cette ordre de grandeur. Ça, pour moi, voilà, c'est l'avenir. Et j'insiste bien, oui, le stockage des énergies renouvelables, parce que pour l'instant, et ça vaut d'ailleurs pour le bâtiment comme ça vaut pour la mobilité et le transport, là où nous pêchons, mais vous aurez remarqué quand même qu'à partir du moment où on a donné le signal, y compris pour l'automobile, y compris pour les téléphones, etc., l'autonomie a quand même fait des sacrés progrès. Moi, je vois par exemple pour les véhicules électriques, il y a encore peu de temps, on était à 60 km d'autonomie. Maintenant, ils sont à 90. La Blue Car est à pratiquement 200 km. Et j'entends dire qu'on va bientôt être à 300 ou 400 km. L'hydrogène, pour la mobilité, pour moi, qui n'est évidemment pas une source d'énergie, mais un vecteur d'énergie, pour moi, quand je dis pour moi, je ne fais que répéter ce que me disent des gens qui sont penchés sur ces sujets-là. L'avenir est très important dans la mobilité pour l'hydrogène. Merci. Qui pose la question suivante? J'imagine qu'il y a plein de... Voilà. Ici. Alors, ah non. C'est monsieur avec le... Voilà, relevez votre main. Voilà, on vous voit bien. Il y a quelqu'un qui a posé une question par là aussi? Oui, ok, je vous prends après. Bonjour. Vous semblez remettre en question le modèle de croissance effréné du XXe siècle, mais étant donné que ce ne sont plus vraiment les citoyens qui imposent ce modèle et qu'il y a de nombreux acteurs économiques, on a vu pendant la crise les agences de notation, on a vu beaucoup d'acteurs économiques anonymes, comment peut-on politiquement modifier l'actuel système et donc avoir une économie plus durable ? C'est probablement le verrou le plus compliqué. Et je ne voudrais pas me lancer dans un exposé trop long, mais dans les nombreuses crises qui se cumulent actuellement, parce qu'on parle d'une crise économique, la crise écologique, bon, il y a aussi pour moi une crise de démocratie. Pourquoi ? Parce que ceux à qui l'on confie le pouvoir dans notre démocratie réalisent dans l'exercice du pouvoir que pour finir, au fil du temps, ils ont été dépossédés d'une grande partie de leurs prérogatives, notamment par un certain nombre d'acteurs économiques, qui se sont organisés en exploitant toutes les faiblesses du système, en toute légalité, mais parfois en toute immoralité, pour court-circuiter l'économie conventionnelle ou la solidarité publique. Bon. Et tant que ce problème n'est pas réglé, c'est-à-dire que tant que les politiques ne peuvent pas réguler ce modèle économique. Alors évidemment, on peut le faire au niveau européen. On peut difficilement le faire d'une manière unilatérale. C'est pour ça que je porte une ambition très forte au niveau de l'Europe, dès lors que l'on redéfinit cette ambition, notamment sur ces sujets-là, pour que les citoyens, à travers leur politique, puissent imposer un certain nombre de normes et de règles aux opérateurs économiques, et notamment, encore une fois, ceux qui s'excluent ou qui s'exonèrent de la solidarité. Pour moi, c'est très important. C'est un sujet fondamental. On voit bien aujourd'hui, dans la crise économique que nous traversons, tout le monde n'aura peut-être pas mon analyse, mais moi je donne mon sentiment, on sent que les États sont presque condamnés à une forme d'austérité. On voit bien que les budgets sont contraints, et c'est une réalité. La dette s'alimente d'elle-même, les intérêts de la dette plombent le budget de l'État. Enfin bon, on est dans une sorte de spirale sans fin, ce qui fait que les marges de manœuvre pour investir socialement, pour investir dans la transition énergétique et écologique sont excessivement faibles. Enfin, quand on regarde comment fonctionne le modèle économique, il y a une grande partie de l'argent qui circule dans le monde qui ne passe pas par la caisse des États. Et donc c'est pour ça, pour moi, qu'il faut absolument que les États, donc les citoyens,
réinvestissent ces espaces de pouvoir dont ils ont été dépossédés. Vous savez, le petit dénominateur commun de toutes les crises qu'on traverse. Il y a un petit dénominateur commun à la crise économique, à la crise écologique et aux autres crises. C'est ce que j'appelle la crise de l'excès. C'est-à-dire notre incapacité à nous fixer des limites. Et il va falloir qu'on se fixe des limites parce que la planète nous impose de nous fixer des limites. Et pour se fixer des limites, qui peut autre que les politiques, encore faut-il qu'ils en aient les prérogatives et le pouvoir. À 28 en Europe, on peut imposer des règles communes. A fortiori, si demain, comme je le souhaite, mais d'une manière non entendue depuis très longtemps, nous avions une organisation mondiale qui soit capable d'imposer des règles communes de gouvernance, mais aussi économiques, évidemment, ça serait beaucoup plus facile de faire ça à plusieurs. Mais je pense que l'Europe peut se distinguer sur ce sujet-là. Bien, une question suivante. Alors il y a une question ici, puis ensuite là-haut. Donc, alors, attends, il y avait une question là d'abord. Parlez fort si jamais vous n'avez pas le micro. Voilà, levez-vous. On vous voit. Voilà. Peut-être un autre micro. Voilà. Bonjour. Alors, ma question, elle va à peu près dans le même sens que celle de mon collègue. C'est-à-dire que comment on peut faire face à ces contraintes, sachant que les grandes entreprises et les puissances de ce monde sont dans la vision de la performance et de l'enrichissement, et quitte à détruire telle ou telle ressource. Et aussi que les pouvoirs politiques sont généralement influencés par certains lobbies, surtout dans les pays en développement. Je ne vais pas vous dire qu'il y a une réponse simple. Je suis engagé dans ce combat depuis 25 ans et je me trouve en permanence au carrefour de tous les lobbies. Je me trouve au carrefour, par exemple, de ce qu'on appelle les lobbies semenciers. Je ne citerai personne ici, mais ces grands lobbies qui souhaitent mettre les ressources alimentaires de la planète en coupe réglée. Sont des lobbies excessivement puissants. Les lobbies des énergies fossiles sont des lobbies excessivement puissants. Quand vous voyez par exemple que, et je ne suis pas là pour faire de la démagogie, mais je dis les choses telles qu'elles sont, vous prenez le patron d'une petite PME en France qui oublierait ou qui le ferait involontairement ou volontairement de déclarer 10 000 € de ressources. Il finit au pénal. Et quand vous voyez que vous avez des entreprises multinationales qui s'organisent dans ce qu'on appelle un système d'optimisation fiscale pour échapper à l'impôt, tant qu'on s'accommodera de ça, je ne suis pas là pour dénoncer, je suis là pour dire qu'on ne peut pas s'accommoder. Les contraintes sociales et les besoins d'investissement sont tels qu'on ne peut plus se permettre qu'un pan entier de l'économie ne participe pas à la solidarité. Ça ne peut passer effectivement que par la politique, parce que, en tout cas, si on veut que ça se fasse d'une manière apaisée, il faut que les citoyens aient une exigence de cela, parce que c'est la priorité des priorités, mais il faut aussi que les politiques, quelque part, s'emparent de cela. Et pour l'instant, ça n'est pas forcément dans la priorité, notamment de l'agenda européen, parce que j'insiste bien, pour moi, l'Europe peut le faire. 80% ou 75% de la compétitivité est intra-européenne, on peut se mettre des règles communes, et si vous mettez des règles environnementales, des règles sociales et des règles économiques en Europe, vous êtes en situation de pouvoir imposer aux portes de l'Europe ce qu'on appelle des écluses fiscales qui permettent à ceux qui auraient tendance à s'exonérer de ces règles-là, eh bien, d'avoir une compensation par un système de taxes. Mais pour ça, il faut effectivement une volonté des citoyens, mais une volonté politique. Je plaide avec... Pour moi, ça n'a rien à voir avec un combat idéologique. C'est du pragmatisme, c'est du réalisme. On ne peut pas avoir des États qui soient sans arrêt en situation d'étranglement, simplement parce que, d'abord, ça passe aussi par un certain nombre de mesures. La redistribution aussi du pouvoir des banques centrales et du pouvoir des banques privées. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un modèle financier et un modèle économique qu'il faut revisiter de fond en comble. Seule la politique peut le faire, mais il faut en avoir la volonté. Voilà. Et pour l'instant, alors oui, il y a des connivences, il y a des influences. Je ne vais pas vous apprendre la vie
entre parfois le monde économique et le monde politique. Mais ce n'est pas aussi caricatural que cela. Mais il me semble que l'Europe n'a pas une détermination suffisante pour imposer un certain nombre de règles économiques. Je vous prends un exemple bien simple. Une des propositions que nous portons pour l'instant en pure perte à ma fondation, mais qui pour moi est frappée de bon sens et qui pourrait être très structurante pour le modèle économique et de consommation et de production de demain. La fiscalité. Vous savez qu'aujourd'hui, là aussi je fais un petit peu caricatural pour faire court, mais entre 70 et 80% des prélèvements obligatoires dans notre société portent directement ou indirectement sur l'emploi ou sur le travail. Ce qui paraît quand même assez dingue, puisqu'on voit bien que un des problèmes majeurs de notre société, c'est le chômage, et ce qui contraint l'emploi, ce qui le pénalise, ce sont les impôts et les taxes qui lui sont associés. Imaginez que demain, on libère toutes les charges qui reposent sur les employés et les employeurs de toute taxe. Vous dopez l'emploi. Mais vous posez évidemment un problème, c'est que du coup, l'État est privé de ses recettes. Mais si dans le même temps, vous avez fait basculer la fiscalité sur 2 assiettes, la première assiette, c'est, puisque la fiscalité c'est un instrument de recette, mais c'est aussi un instrument de régulation. Et si vous faites basculer la fiscalité sur le prélèvement des ressources naturelles, le prélèvement des ressources énergétiques, les impacts environnementaux, la taxe carbone, les gaz à effet de serre, toutes les pollutions, d'abord vous régulez, vous incitez à des comportements vertueux, vous favorisez des filières qui sont compatibles avec les exigences environnementales, et par une fiscalité incitative et dissuasive, vous en favorisez et vous en dissuadez. Et j'ajoute, pour faire très court, que le seul problème, si on n'avait qu'une seule assiette fiscale qui repose sur la fiscalité écologique, si cette fiscalité est efficace, évidemment, les gens auront intérêt à avoir des comportements vertueux pour payer moins d'impôts. Et donc l'État, à ce moment-là, aura moins de recettes. Vous pouvez avoir une deuxième assiette fiscale, moi c'est ce sur quoi je plaide, taxer tous les revenus qui ne sont pas issus du travail. Voilà. Pour moi, ça, voilà une mesure frappée de bon sens qui me semble être adaptée aux contraintes et aux enjeux du XXIe siècle. En ce qui concerne l'aspect démocratique, comment vous voyez l'effet des réseaux sociaux sur l'évolution de la démocratie? On a vu que ça avait un effet qui commençait à être très significatif sur la vie politique. Est-ce que vous avez une vision par rapport à ça? Je ne suis pas certain que j'ai une vision très affûtée. J'observe comme tout le monde que je ne pense pas, les historiens nous le préciseront, que ce qu'on a appelé les révolutions arabes n'ait pu s'opérer dans un laps de temps aussi bref sans les réseaux sociaux. Bon, c'est un peu, voilà. Je pense que tout ce dont on parle ici, qui pour l'instant étaient des sujets souvent confidentiels, l'intérêt justement des réseaux sociaux, c'est que ce changement qui émerge et que certains portent, jusqu'à présent, il reste confidentiel. Parce que les modes d'expression, je dirais courants, usuels, jusqu'à aujourd'hui, que sont la télévision, la radio, etc. Là aussi, pardon, je suis dans la caricature, mais je dirais que ces tuyaux qui alimentent le flux d'informations. Moi, j'ai tendance à penser que ces modes d'expression dominants, ils ont un énorme défaut, c'est qu'ils laissent passer l'insipide et ils retiennent à l'extérieur de notre sphère de réflexion et de débat public ce qui a un peu de consistance. Et aujourd'hui, nous sommes dans un carrefour de complexité. On ne peut pas parler de tous ces sujets en 3 minutes aux 20 heures, ou pardon, ça n'est pas une critique, chez Laurent Ruquier, coincé entre un catcheur et quelqu'un qui a fait Star Academy. On a besoin effectivement d'autres espaces. Le seul espace où on peut, me semble-t-il, aller en profondeur sur des sujets complexes, me semble-t-il, c'est effectivement sur les réseaux sociaux. Merci. C'est à vous. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation. J'ai 2 questions un peu hétérogènes. La première, c'est que est-ce que vous ne pensez pas que l'une des issues ou alternatives de ce modèle, ça serait la science et la recherche, qui peut permettre à l'humanité de garder son abondance, son mode de vie? Et la deuxième, qui s'inscrit dans l'actualité, que pensez-vous du gaz de schiste et de la position de France dans ce sujet, par rapport à ce sujet? Merci. Alors, au moment où on parle sur la majorité des ressources naturelles des matières premières, nous sommes dans la rareté. Bon. Et notamment sur les ressources énergétiques. Si demain,
Et la recherche pourra peut-être nous ouvrir, et je le souhaite. C'est peut-être une période justement transitoire. Mais pour l'instant, on est contraint. On ne peut pas remplacer le charbon, le pétrole et le nucléaire du jour au lendemain par les éoliennes et les panneaux solaires. Au moment où on parle, et pour les 10 prochaines années, c'est impossible. Donc là, il va bien falloir rentrer dans une période de sobriété énergétique. Bon, voilà. Si demain, et demain peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, ce que je souhaite et j'espère par la recherche, on arrive enfin à capter mieux l'énergie solaire, puisque je vous rappelle, je le disais tout à l'heure, selon les spécialistes, on a 8000 fois à chaque instant ce dont nous avons besoin. C'est quand même bien la mer à boire qu'on n'arrive pas à capter un 8 millième. Bon, on va peut-être y arriver. Bon, et à stocker. Bon, si vous ajoutez à ça la perspective des énergies marines, on va peut-être revenir à une période d'abondance. Sur les matières premières et les ressources naturelles, tant qu'on doit raisonner avec une seule planète, là, je ne pense pas que nous avons un horizon d'abondance demain. Ça, pour moi, nous resterons dans l'horizon de la rareté. Je prends un simple exemple. Je ne sais pas si vous avez, en tant que futur ingénieur, entendu parler de ce qu'on appelle des terres rares. C'est, je crois, 13 ou 14 métaux que j'espère bien. Bon. Les Chinois, en l'espace de 15 ans, par une politique très offensive et même agressive, notamment en Afrique, ont mis la main sur la plupart des gisements des terres rares, au point qu'ils sont devenus maintenant les producteurs exclusifs des terres rares. Bon, ce qui pose d'énormes tensions. Il y a déjà des contentieux très importants à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce. Bon, parce qu'ils ont conscience que leur modèle de développement va les mettre immédiatement en compétition et que s'ils n'accaparent pas un certain nombre de choses, leur modèle de croissance n'est pas tenable. Bon. Donc cette abondance-là, je pense, elle ne reviendra pas même par la recherche. La recherche va nous aider à optimiser, à faire mieux avec moins, à avoir les mêmes conforts, les mêmes services, les mêmes bénéfices avec mieux. Quand je vous disais tout à l'heure que pour produire faire un produit fini, on ne garde en finale que 5% des matériaux utilisés, eh bien demain, par la recherche, je pense qu'on va optimiser ça. Et puis très rapidement, pour répondre à votre deuxième question sur ce sujet, qui est très délicat et très sensible, mais qui est intéressant parce qu'il est un cas d'école d'un conflit entre les enjeux du court terme et les enjeux du long terme. Et c'est toute la difficulté, moi, du combat que je mène, c'est que moi, j'essaie de faire valoir le futur. Mais le futur, ce n'est pas dans 150 ans. Hein. Le futur, c'est pratiquement quand vous serez, vous, en activité. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à sacrifier l'avenir au présent. Bon. Alors, si on raisonne simplement pour les 10 prochaines années, qu'on fait abstraction de certaines désastres environnementaux visuels, on va dire, et éventuellement le fait qu'on va polluer des nappes phréatiques avec les conséquences sanitaires qu'il peut y avoir. Bon, mais tout ça, on ne pourra en avoir une étude épidémiologique que dans 20 ans, donc on a du temps. À la limite, allons-y à fond sur le gaz de schiste. Comme aux États-Unis, il peut y avoir un dopage comme ça de l'économie, parce qu'ils sont devenus, en l'espace de 10 ans, d'importateurs de gaz à exportateurs de gaz. Mais ça, c'est bien si on fait abstraction de tout le reste, et notamment des enjeux climatiques. Et comme je considère que les enjeux climatiques, enfin je considère, et c'est ce que la communauté scientifique considère, et c'est ce que la communauté internationale politique considère, parce que Copenhague a été un échec, mais vous n'avez pas un chef d'État qui est monté à la tribune pour dire que les enjeux climatiques n'étaient pas la pire menace. Obama l'a répété récemment. Donc on doit bannir l'usage des énergies fossiles conventionnelles et bannir a fortiori l'usage des énergies fossiles non conventionnelles, parce que si vous investissez dans cette filière, vous êtes parti pour 20 ans. Et au passage, pour la France, parce que je comprends que d'autres pays hésitent, mais la France, pour la transition énergétique, on n'a pas besoin des gaz de schiste. On n'a pas besoin de se mettre ce boulet supplémentaire, parce que quoi qu'on pense du nucléaire, et je ne vais pas engager un débat sur le nucléaire, mais quoi qu'on en pense, on l'a pour un certain temps, quoi qu'on en fasse. Et donc le fait qu'on l'ait va nous aider à une transition énergétique sans passer par la case du gaz de schiste ou des énergies fossiles non conventionnelles. Merci. La question suivante est là. Bonjour Monsieur Hulot. Donc, je voulais savoir, vous proposez d'accroître les contraintes écologiques, notamment sur les entreprises françaises, mais qu'est-ce que vous proposez en échange pour maintenir la compétitivité de ces entreprises face à d'autres entreprises d'autres pays, je pense en particulier à la Chine, qui elles n'ont pas du tout ces contraintes? C'est bien pour ça que je vous disais que un des instruments
Bon, d'abord, plusieurs choses. La contrainte, je ne veux pas faire de philosophie de bas étage, mais n'est pas l'ennemi de la créativité, elle en est la condition. Je voulais juste vous donner une petite anecdote. Il y avait une directive européenne qui s'appelait la directive REACH. Pour ceux qui connaissent, REACH, c'est une directive qui demandait aux industriels de respecter un certain nombre de règles, de processus et de normes dès qu'ils voulaient mettre sur le marché des molécules ou des substances chimiques nouvelles. Sous la pression des organisations écologistes, la directive a été renforcée. Et à l'époque, les industriels européens ont crié en disant « mais vous allez nous mettre des normes supplémentaires, on va tous mourir, on va… » Voilà. Quelques années après, on est attaqué par les États-Unis pour concurrence déloyale parce que ça crée tellement de nouveautés et de créativité que maintenant, c'est les entreprises américaines qui sont retoquées aux portes de l'Europe parce qu'eux n'ont pas su innover. Donc, je fais juste cette petite parenthèse. Mais pour revenir par rapport aux contraintes, il y a des contraintes normatives. L'industrie automobile, demain, vous lui demandez de faire des véhicules à 2 litres au 100. Si vous ne changez pas les règles tous les jours, ils sauront faire et ils prendront le marché de demain. Mais sur la contrainte fiscale, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous chargez la fiscalité écologique sur les entreprises, il faut soulager d'autres prélèvements obligatoires. Il faut que ça soit à pression fiscale égale. Et à ce moment-là, si les entreprises font des efforts, eh bien, ils gagneront, alors pas en pouvoir d'achat, parce que ça c'est pour les citoyens, mais ils gagneront sur un plan économique. Ils auront tout intérêt à mettre en place des process qui leur permettent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de réduire leurs rejets dans la nature, etc., etc. Donc évidemment, on ne doit pas alourdir la barre fiscale, on doit simplement faire un basculement des régulations. Merci. Question suivante. Alors, voilà, il y a au milieu, là. Ce sera la dernière, hein, compte tenu de l'agenda de monsieur. Voilà, donc c'est… Voilà. Je suis désolé pour vous qui avez un t-shirt noir, mais… Bah, s'il y en avait, on fera l'avant-dernière. Ah, ça sera l'avant-dernière, voilà, vous l'aurez après. Allez. Oui, j'ai une idée un peu peut-être utopiste, mais je me disais, si c'est l'énergie qui est la clé de tous nos problèmes, si c'est l'énergie qui va compter dans l'avenir, et pas l'argent, est-ce qu'il serait possible, envisageable, d'oublier l'argent, de remplacer l'argent par l'énergie? Et en fait, actuellement, l'argent existe en soi, et un domaine, dans la finance, c'est un domaine, l'argent se développe par soi-même, et du coup donne un peu de la puissance à des gens qui, concrètement, ne font pas avancer le monde, on va dire. Est-ce que si l'énergie devenait le moyen d'échange et le moyen de paiement, on n'aurait pas un peu plus une vision concrète de ce qu'on fait, de nos actes, des conséquences de nos actes, et par conséquent, peut-être une solution pour un avenir à très long terme? Ouf. Quelqu'un veut répondre? Je souris sans sourire. Quand je disais tout à l'heure qu'il va falloir qu'on ouvre nos esprits jusqu'aux frontières de l'utopie, je pense que ce type de questions, auxquelles je ne vais pas apporter de réponse ce soir, c'est le genre de questions qu'on ne doit pas hésiter à poser. Je dis ça parce que le système monétaire qui fonctionne actuellement, c'est un système très ancien. Mais est-ce que c'est le seul système d'échange viable entre les États et le monde, et dans le monde économique? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à inventer? Est-ce qu'il ne doit y avoir qu'un seul système monétaire? Est-ce qu'il peut y avoir des monnaies complémentaires? Je vous dis ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand je vous dis qu'il y a des gens qui réfléchissent, moi j'ai croisé des anciens patrons de banque centrale qui réfléchissent à des monnaies complémentaires, à des monnaies sociales. Bon. Est-ce que l'énergie peut devenir la référence? J'en sais rien. Mais l'argent, normalement, n'est pas une fin, c'est un moyen. L'entreprise, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Le profit, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. J'espère que là, dans les prochaines années, on va ensemble, collectivement, démocratiquement, justement, redéfinir les fins et les moyens. Voilà. Le travail, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Et je pense qu'effectivement, on a tout un système qui a été hérité du 18e, 19e, 20e siècle. Il n'est pas ancré dans le granit. Il y a probablement quelque chose à réinventer. L'économie, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est une science. Et une science, par définition, c'est quelque chose de mouvant. Et donc je pense qu'on ne doit pas exclure ce type de réflexion.
il y avait le t-shirt noir. Bonsoir Monsieur Hulot. Vous avez beaucoup parlé des États-Unis, de l'Europe, de l'Allemagne, mais qu'en est-il en fait pour les pays peu développés, en voie de développement? Comment vous imaginez leur transition écologique? On voit que déjà les pays développés ont du mal à investir dans ces énergies. Est-ce qu'ils devraient aider les pays qui sont actuellement peu développés ou en voie de développement pour que directement ils passent à ces énergies renouvelables sans passer par les énergies fossiles comment ça pourrait être possible? C'est le meilleur service qu'on puisse leur rendre, c'est qu'ils ne reproduisent pas les erreurs que l'on a faites. C'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus cher de déconstruire et de changer de modèle que de partir sur un modèle nouveau. Ce dont ont besoin les pays du Sud, tant sur un plan alimentaire, parce que je mets en parallèle les deux contraintes, que sur un plan énergétique, c'est d'avoir leur autonomie. Les pays du Sud, ils n'ont pas besoin d'OGM, parce que chacun doit savoir ici, pour peu que vous ne le sachiez pas, que quand vous cultivez des OGM, vous n'avez pas le droit de mettre de côté une partie de votre récolte pour ressemer l'année d'après, vous devez repasser par la case du semencier. Donc c'est une manière de mettre les paysans du Sud en dépendance par rapport aux grandes industries semencières. Et pour moi, c'est pareil pour l'énergie. Le meilleur service à leur rendre, c'est effectivement d'avoir une autonomie énergétique, mais avec un modèle énergétique qui peut-être n'aura rien à voir. Si vous avez l'occasion, alors vraiment, moi je vous incite à avoir ça en lecture. Il y a deux génies pour moi sur le modèle énergétique de demain, deux visionnaires, Jeremy Rifkin et Amory Lovins. Ils sont tous les deux américains, mais personne n'est parfait. Et il se trouve que, franchement, quand je les lis, je me dis que c'est dommage qu'ils n'aient pas plus d'influence dans leur propre pays. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Hulot. Je voulais vous remercier déjà du temps que vous nous avez consacré, surtout du très beau regard que vous nous avez donné sur ces questions. On voit qu'il y a énormément à faire. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'espoir pour faire une planète plus chaleureuse et plus fraternelle. Je crois que c'est une très très grande et une très belle vision. J'espère que vous la partagez. Et puis, en vous entendant poser des questions sur l'aspect politique, je vous ai parlé avant-hier de responsabilité sociale. Et je pense qu'il faut y associer un certain courage. Il faut avoir le goût de la vérité, avoir un certain courage. Et j'espère que vous aurez tous la volonté et la lucidité et le courage d'aller au bout de vos idées. Je sais que vous en êtes capables. Merci à tous et merci encore, Monsieur Hulot. Je voudrais juste vous souhaiter bonne chance.